Ça, c'est hyper important. Dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on avait dit. Et puis après... Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode du podcast À quand la com autour de la communication. Comme vous pouvez le voir, on est toujours chez Face à Face et Tom est toujours derrière la caméra. Et si vous ne voyez pas de quoi on parle, c'est que vous devez regarder les précédents podcasts. Pour parler aujourd'hui de la communication autour du recrutement, de la marque employeur, nous recevons donc 2 invités. À ma gauche immédiate, Yves Grunet pour Plus et Pro Conseil. Je t'invite en 2 mots à te présenter. Ravi d'être avec vous. Yves, 47 ans, 3 enfants, normand. J'ai un cabinet conseil qui a maintenant 13 ans et qui bosse sur la performance commerciale avec des clients qui sont exclusivement en B2B et en Normandie. Bravo, c'était précis, concis. Et Emmanuel Delassagne, donc pour l'école ISPN. Je vais faire pareil, moi, Emmanuel, donc 50 ans, 5 enfants. Je te vois, Yves, là-dessus. Il te reste 3 ans. Bon, voilà, effectivement, je suis le directeur de l'ISPN, que j'ai repris il y a 3 ans. Donc, on forme des jeunes au métier du tertiaire, du bac+2 au bac+5. Ok, alors j'espérais que ma chaise grincerait moins. Pas du tout, Ça n'est c'est pas le cas. encore pire. En tout cas, c'est parfait parce que ça a répondu à ma première question qui est Très présentez-vous. Alors peut-être si ça serait quand même intéressant d'aller un peu plus loin sur la question et au-delà donc du nom de vos entreprises que vous faites, c'est quoi votre travail concrètement au quotidien l'un et l'autre? Tu veux commencer? Allez, j'y vais. Alors moi, c'est très simple. Du lundi au vendredi, je suis dans différentes entreprises. La plus petite, c'est un créateur, souvent ingénieur, qui n'a pas trop la fibre commerciale au départ. La plus grande, ça serait une ETI de 1000 personnes, normande. Et la problématique de toutes ces entreprises, c'est comment faire mieux commercialement parlant. Mieux, ça ne veut pas dire plus, hein, c'est mieux. Okay. En termes de sens, en termes d'utilité, en termes de performance, il y a plein de possibilités. Et donc, on travaille sur 3 leviers. Le premier, c'est des décisions stratégiques pertinentes. Le second, c'est rendre visibles ces décisions stratégiques pertinentes. On appellerait ça du marketing opérationnel. Okay. Prix, produit, distribution, communication et humain. Okay. Parce que ça me semble important. Et le troisième, c'est justement le plan d'action pour aller faire connaître, faire savoir et commercialiser cette offre qu'on a décidé sur le levier 2. Et en fait, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai compris depuis 13 ans, en faisant ce travail, qu'on peut processer de manière très fine les choses. On peut écrire des jolies théories, mais tant que les équipes n'ont pas le sourire, elles ne donneront pas le sourire aux clients. Ouais. Et donc voilà, c'est ce qui fait que je fais un lien que d'autres ont fait entre le plan d'action commercial et le plan d'action RH. On est en plein dans notre sujet là. Ouais, totalement. Et toi, Emmanuel, du coup? Moi, je m'occupe du réseau de l'ISPN, donc c'est les 4 campus, Caen, Cherbourg, Le Havre et Rouen. Okay. On a une particularité, c'est que la taille de nos écoles est limitée à 250 étudiants. Et on limite la taille de nos classes aussi à 20-25 étudiants grand maximum. Donc moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que on forme bien nos apprenants, on va dire, parce qu'il n'y a pas que des étudiants, il y a aussi des gens en formation professionnelle de tous âges, de toute origine, voilà, sociale, culturelle, etc. Donc il faut que tout ça marche bien. Ce qu'on souhaite, c'est que les jeunes qui sortent de l'ISPN soient employables au niveau de leur diplôme. Ça veut dire que le côté RH chez nous aussi est super important. Que les équipes se sentent bien, que les formateurs se sentent bien. C'est clé, parce que si nos employés se sentent bien, les étudiants seront bien accompagnés, bien accueillis. Et c'est vraiment un des 3 piliers en fait, qu'on a souhaité mettre en place pour l'ISPN. Les 2 autres, ce sont... le premier, bien sûr, c'est les étudiants, et ensuite les entreprises aussi. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'alternance. Donc notre sujet principal de vidéo, c'est la marque employeur. Comment vous définiriez la marque employeur au plus simple possible? La question piège, personne ne peut se penser. Moi, je pense que c'est une vision d'abord de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'elle souhaite être? Et à partir de cette vision, il en découle tout un tas d'actions qui vont faire la marque employeur. On ne peut pas décréter une marque. Ce n'est pas un nom ou une marque. Une marque, c'est un savoir-faire, c'est quelque chose qui distingue une entreprise d'une autre.
suivant la vision d'origine. Donc, quand on reprend une entreprise, pour moi, la première chose que doit faire le dirigeant, c'est de fixer justement cette vision. Et à partir de là, on découle des actions qui auront forcément un effet sur le public qu'on souhaite atteindre. Ok. Je suis content d'être à côté d'Emmanuel, on va bien s'entendre. Moi, je vais faire très simple. Dans marque employeur, il y a 2 mots. Marque, si on regarde dans un dictionnaire, ça doit vouloir dire empreinte. Laisser une marque, laisser une empreinte. C'est un signe matériel qui distingue quelque chose d'autre chose. Marque dans le sport, faire une marque au sol, c'est un repère, c'est un référentiel. Donc ça, c'est la marque. Et puis, si tu rajoutes employeur, demande aux collaborateurs ou aux candidats qui sont venus dans cette boîte avec quelle empreinte ils sont repartis. Ça sera la définition de la marque employeur de cette boîte. Qu'est-ce qu'on a fait de façon réfléchie, aboutie, processée, mature pour envoyer des messages qu'on souhaite envoyer et éviter tous les messages qu'on ne souhaite pas envoyer vers ses collaborateurs ou ses candidats. Et si on a travaillé ça, normalement, on envoie un positionnement. Donc, on est vraiment dans la marque marketing d'une marque commerciale, mais avec le miroir vers les humains, candidats et collaborateurs, en traitant un parcours de vie, en gros, de l'entrée du collaborateur jusqu'à sa sortie, parce que je crois qu'en 2025, il faut arrêter de penser qu'un collaborateur va travailler 45 ans de suite pour la même boîte, par exemple, mais en se disant, on fait bien les choses du premier contact jusqu'au moment où on se dit au revoir. Ok. Et c'est quand même quelque chose qui paraît logique depuis longtemps. Ça semble avoir toujours en fait existé depuis qu'il y a des entreprises. Pourtant, moi, dans mon écosystème, j'en entends parler surtout depuis quelques années en fait. Tu vois, comme si ça avait été formalisé que récemment. Comment ça se fait ça? Je sais pas, non. Moi, je pense que ça date d'il y a plus longtemps. Tu entends parler de certaines marques qui sont encore prégnantes aujourd'hui, et pourtant, même certaines qui n'existent plus, elles restent quand même dans l'imaginaire. Tu penses à quelle marque par exemple? Il y a plein de marques. Si tu prends des trucs comme Adidas ou La Redoute, ou enfin des trucs même très vieux, tu vois, qui sont là. Citroën, par exemple, tu as encore l'imaginaire d'André Citroën, la Ouais, c'est vrai. découverte, ou des choses comme ça. Et c'est des styles aussi de management, c'est des gens qui ont marqué aussi, on va dire, leur époque. Ça allait souvent peut-être avec la modernité. Chaque époque, il y avait sa modernité, donc il fallait s'adapter, et certaines marques se démarquaient justement des autres comme ça, quoi. Et sur la marque employeur, je pense que, tu vois, on parle souvent de certaines entreprises qui ont quitté le giron familial, qui ont été rachetées par des fonds de pension ou des choses comme ça, et qui ont perdu un peu de leur identité. C'est qu'à la base, il y avait quelque chose, quoi, qui faisait qu'on était fiers de faire partie de cette marque. Regarde Michelin à Clermont-Ferrand, ou des choses comme ça. C'est une empreinte sur la ville, carrément. Oui, Donc les gens étaient fiers de faire partie de Michelin. J'espère que c'est toujours le cas, mais en tout cas, il y avait quand même une résonance comme ça. Et tu avais des villes même qui étaient construites autour de l'entreprise. de l'entreprise, des maisons construites, des logements construits, des choses comme ça. Donc il y avait une figure un petit peu paternaliste, quoi, du patron. Enfin, en tout cas, bon, moi je suis pas très loin de l'Auvergne, donc c'est pour ça que j'ai Clermont-Ferrand en tête. Mais c'est vrai que la première fois que je suis allé à Clermont-Ferrand, d'ailleurs, ça m'a marqué parce que tout était Michelin. D'accord. Le stade Michelin, les rues Michelin, Le les guide écoles Michelin. Michelin, enfin bon, le guide Michelin, ouais, voilà. Nous, on a eu ça à un moment, mais tout a fermé. Il y avait la SMN, il y avait Moulinex, mais c'est mort. C'est vrai, ça n'a pas tenu. Ouais. Ça s'est renouvelé depuis. Mais c'est plus le concept même de marque employeur, tu vois, défini comme ça avec le mot, parce qu'effectivement, le concept existe depuis longtemps, mais je trouve que la terminologie, elle m'a l'air plus récente. Moi, à quel moment c'est je sais devenu pas. un truc précis, en fait? La question est vachement intéressante. Je ne me l'étais jamais posée comme ça. En fait, quand j'étais petit, moi, en gros, je ne sais pas comment c'est, parce qu'on a que 3 ans d'écart, mais moi, j'ai grandi avec la crainte de 2 choses, le chômage et le sida. Alors, le sida, il y a eu une solution. Et en fait, au gré du temps qui passe, le chômage n'est plus devenu aussi dramatique que ça au fil des années. Il y a eu des moments de plein emploi, des moments de retour. Et à un moment,
le chef d'entreprise, il s'est retrouvé à devoir vendre sa boîte à un candidat qui avait le choix. Ouais. Alors qu'avant, ça n'existait jamais, ça. En gros, c'était pitié, prenez-moi parce que j'ai pas d'autre piste. Et petit à petit, la relation, elle s'est inversée en mode faut me convaincre que je dois venir bosser chez vous. Alors, c'est vrai ce que tu dis. Moi, quand j'étais jeune, mais la génération de mes parents, il n'y avait pas de problème d'emploi. Donc, c'était des gens qui faisaient effectivement leur carrière dans la même boîte ou des choses comme ça. C'était un peu la période faste quoi, du boom économique. Donc, les employeurs ne se posaient pas trop la question. Mais quand même, il y avait, je pense, cette fierté d'appartenir à telle entreprise. Ouais. C'est vrai que notre génération, c'était compliqué. On nous disait à l'école, trouver du travail, c'est difficile ou des choses comme ça. Mais même, tu vois, moi je le vois encore maintenant, les jeunes sont fascinés par certaines entreprises. On l'était nous aussi. On voulait travailler dans des grands groupes ou des choses comme ça, ce qui était peut-être d'ailleurs une erreur à la base, mais on était quand même fascinés par certaines marques. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un problème de volatilité, en fait, surtout sur les jeunes générations qui ne sont pas fidèles à leur employeur. Donc il y a un problème d'attractivité d'abord et ensuite de les garder, quoi. Et Est-ce que c'est pas une question d'attente aussi? Est-ce que les attentes n'ont pas aussi évolué selon les générations Ouais, c'est sûr. en termes de travail? C'est sûr. Il y a un vrai sujet générationnel. Moi, à un moment dans ma carrière, je décide de quitter un grand groupe et il y a 2 regards sur ma décision. Il y en a qui me disent t'es complètement cinglé, tu quittes la sécurité de l'emploi. Ils sont plutôt plus vieux que moi. Et il y a les plus jeunes qui me disent t'as complètement raison, la liberté, ça n'a pas de prix. Ouais, moi je le vois avec les jeunes là. Enfin, c'est fou, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas. Il y a d'abord une envie de réussir sa vie, mais personnelle, plus que professionnelle. Alors peut-être qu'ils ont mal vécu justement notre génération, ceux qui stressaient de perdre leur emploi et qui du coup peut-être transmettaient leur stress, Ouais. c'est pas à leurs enfants ou des choses comme ça, et qui se sont dit nous surtout pas ça. Et c'est vrai que ça se remarque. Alors c'est intéressant, moi je trouve. Je trouve que ça oblige les entreprises à réfléchir autrement. À ce qu'ils proposent. Oui, parce que c'est vrai aussi qu'à notre génération, on était content de trouver un emploi. Donc on faisait tout pour le garder. Et quand je dis tout, c'est parfois voilà, des heures pas possibles ou des choses comme ça. Peut-être accepter aussi des choses qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes n'accepteraient pas en termes de sacrifice, je dirais, sur la vie personnelle. Je trouve ça super intéressant, moi, comme vision. Je pense qu'effectivement, moi, j'ai tendance à dire, enfin, ça fait des années que je le répète à mes employés, c'est vous allez passer 80% de votre temps éveillé chez nous. Donc, autant que ce soit agréable, quoi. Ouais. Si c'est une souffrance, c'est compliqué. Donc, Mais je rebondis parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, donc il y a plus de choix, c'est facile de changer. En tout cas, c'est peut-être plus facile de changer qu'avant. Pour autant, c'est pas toujours facile d'avoir ce qu'on veut. Moi, je prends juste l'exemple de notre entreprise. En ce moment, c'est peut-être, et ça fait des mois que ça dure, c'est peut-être 10 CV par jour. Et il y a clairement pas la place pour tout le monde. Et si je me dis que nous, on reçoit 10 CV par jour, d'autres agences de communication, ça doit être la même chose. Comment est-ce qu'ils font enfin, je ne sais pas si j'arrive à faire ma question clairement, mais il y a quand même toujours un peu cette notion de faut se battre pour l'avoir la place, parce qu'il y a quand même du monde qui tape à la porte, quoi. Et en même temps, je peux te donner plein de noms d'entreprises qui ont 40 postes ouverts et qui ne trouvent pas. Ah ouais. C'est ça qui est devenu trouble aujourd'hui. Tu veux dire qu'on a une belle marque employeur, c'est ça? Non, mais Non, mais pour des jobs vrai, différents. c'est ça qui fait la différence aussi et qui attire les talents, en fait, aujourd'hui. C'est sûrement vrai dans le sujet com. Ouais. Ça l'est beaucoup moins dans d'autres sujets prod. Et c'est ça qui est devenu confus, c'est qu'aujourd'hui, on a un choix multiple. Et on a tendance à pouvoir beaucoup plus écouter ses envies et ses motivations intérieures en tant qu'humain que ce qui était le cas il y a 20-30 ans, je pense, en termes d'offres de travail. Et donc, il y a des questions de territoire, plus ou moins reculées. Il y a des questions de venir en vélo au boulot, de venir à pied. Il y a plein de choses qui viennent aujourd'hui dans ton choix. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, finalement, en fait, l'entreprise, elle n'a pas le choix parce que ce qui était un truc de grand compte du CAC 40, la marque employeur, au début, c'est devenu essentiel pour la toute petite boîte. Pour tous. Pour se démarquer, pour se différencier au milieu d'un tas d'offres qui pourraient finalement t'empêcher d'avoir un seul CV. Donc, ça veut dire que bravo, vous bossez bien.
C'est gentil, je te remercie. Après, c'est compliqué parce qu'on peut même pas les recevoir. On n'en a pas d'offres. Mais c'est hallucinant le nombre de personnes. Alors, évidemment, ça mélange stage, alternance et puis certaines personnes qui cherchent des postes fixes. Mais c'est vrai que c'est un peu effarant. Et parmi mes clients, j'ai des gens qui, effectivement, sont peut-être plus dans les métiers un peu par exemple, du BTP, où là, ça a l'air compliqué de trouver et de garder. Parce que je sais qu'il y a une petite guerre d'aller chercher les employés les uns des autres et tout. J'ai l'impression que ça dépend aussi du travail qu'on demande derrière, quoi. Au-delà même de l'entreprise. Ouais. Parce que c'est un travail qui demande des efforts. Quand tu es j'allais dire une petite entreprise, mais c'est même pas vrai. Il y a des PME qui sont quand même assez costauds, mais par contre, effectivement, il y a un problème de territorialité, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont un peu éloignés. Ouais. Et qui pourtant, tu vois, nous, on gère beaucoup d'alternance. On a des offres parfois extraordinaires qui passent, mais c'est à Vire ou c'est voire un peu plus loin. Du coup, ça les intéresse pas. Et ça n'intéresse pas les étudiants. Alors que les missions qui sont proposées, et même, je dirais, tout ce qui va avec, hein, l'accompagnement, le contexte, tout ça, sont super. Moi, jeune, j'aurais pris cette alternance. Je me dis, c'est super, tu te fais vraiment une belle expérience ou des choses comme ça. Mais c'est compliqué. Alors, si on fait un petit zoom sur ces cas-là, c'est vachement apprenant. Tu te rends compte que ces entreprises-là, parce qu'elles sont reculées, alors qu'elles ont une meilleure mission à proposer et des super conditions de travail, du coup, il faut qu'elles ajoutent du covoiturage organisé pour simplifier l'aller-retour, du télétravail, des conditions qui font que, en fait, à un critère un peu plus galère, j'y vais quand même parce que tout est déjà résolu avant que j'y ai moi-même réfléchi. En fait. Ok. Et ça, c'est de la marque employeur. Ça fait partie du. Ouais, c'est tout le bouquet de prestations que tu proposes en fait autour du travail. Voir le logement, tu vois. Exactement. Voir le logement. Ouais. En fait, on va parler de promesses commerciales, mais aussi maintenant de promesses employeurs. Je crois que c'est une question qu'on a dans la liste. Mais en tout cas, moi, c'est un truc dont je parle. Et ils ont déjà répondu à mes questions. Donc après, on était un peu en train de répondre. Moi, ma question suivante, c'est selon vous, pourquoi est-ce que c'est devenu un enjeu stratégique pour les entreprises ? J'ai l'impression qu'on était un peu dans la réponse à cette question-là, finalement. Il y a eu une étude BPI France qui a montré qu'il y avait, je crois, à l'époque, elle date de 2-3 ans, il y avait plus de 60% des entreprises qui disaient que leur principal frein au développement, c'était le manque de ressources. En fait, elles pouvaient vendre plus, elles pouvaient faire plus en termes de marché, de débouchés, mais elles n'arrivaient pas à suivre humainement parlant. D'accord. Donc, un des enjeux, c'est se développer, mais parfois même, c'est continuer à faire ce qu'on faisait avant parce qu'il y avait plein de départs en retraite. Là, je vais aller dans des métiers très durs. Quand je rentre dans des ateliers de métallurgie, pour faire simple, tourneur, fraisage, enfin tous ces métiers-là. En fait, on se rend compte que la pyramide des âges, elle est plutôt élevée et que dans l'atelier, on voit plutôt des Michel et des Bernard qui ont un super savoir-faire. Ils ont de l'or dans les mains. Ils sont sur des machines encore traditionnelles. Il y a déjà le numérique qui est arrivé. À l'école, les jeunes, ils n'ont pas le droit d'aller sur les traditionnels. Problème de sécurité. Donc, ils arrivent. Il y a un sujet d'apprentissage, d'alternance aussi là. En fait, la transmission du savoir-faire, elle est déjà en jeu là. Oui, elle se fait dans les entreprises. Et donc, on voit des entreprises qui se disent, mais en fait, je vais perdre du carnet de commandes parce qu'on ne va plus pouvoir faire ces pièces-là, ces pièces-là, ces pièces-là, qui va disparaître. avec des choses que le numérique ne peut pas faire de façon si simple. Parce que les départs en retraite ont du mal à être compensés par des nouvelles ressources qui ont envie de bosser là-dedans, dans ce type de sujet, et qui en plus ont la capacité à venir assez vite derrière la machine pour faire. Ok, d'accord. Et je pense qu'on peut trouver plein d'exemples. C'est un problème d'attractivité, je pense aussi. Tu vois, c'est dommage parce que certains métiers sont dévalorisés aussi. Donc les parents se disent bah non, tu vas faire autre chose ou des choses comme ça. Alors qu'il y a des très belles perspectives, des super opportunités. Du coup, des possibilités de monter en compétences management, en épanouissement, avec des aventures humaines qui sont vraiment hyper puissantes. Mais effectivement, notre schéma d'éducation, il valorise plutôt les métiers de cerveau que les métiers manuels. Plus. C'est un peu, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, mais c'est un peu ce que je ressens. Tous les métiers un peu dans un bureau comme nous, etc., ça attire beaucoup parce que c'est cool, t'es au chaud, entre guillemets, etc. Et dès que tu travailles sur des chantiers dans des conditions de froid, plus compliqué, quoi. Il y a ça, et puis d'une manière générale, moi, tu vois, en 25 ans de management, je trouve que le plus difficile, c'est le recrutement, même encore maintenant. Donc,
Donc voilà, trouver les bons profils, trouver les bonnes personnes qui vont bien aller avec ton équipe, avec justement la vision que tu as pour ton entreprise. Et d'ailleurs, tout le monde le dit, on cherche maintenant plutôt des profils plutôt que parfois des diplômes. C'est-à-dire que les entreprises aiment les jeunes qui savent s'adapter, qui ont envie, qui développent autre chose, un peu plus sur un modèle anglo-saxon, mais on n'y est pas encore. Donc en France, il y a toujours un peu, tu vois, le mélange où si tu n'as pas de diplôme, t'es pas pris. T'as pas l'entretien. Mais en même temps, maintenant, on voudrait aussi qu'ils aient une personnalité qui se distingue des autres ou des choses comme ça. Et le recrutement, c'est très, très complexe. Donc, si en plus, tu es dans un territoire ou dans un secteur, je dirais, qui est compliqué en termes d'attractivité, alors là, ça réduit encore. Oui, ça réduit encore parce que tu pourras peut-être avoir 1 ou 2 candidats, mais est-ce qu'ils vont cadrer avec ce que tu veux, ce que tu souhaites ou avec l'équipe voilà, c'est pas évident. moins de choix, quoi. Mais ça résonne bien ce que tu dis, parce qu'on est passé il y a quelques années de recevoir les gens, discuter avec eux, puis au bout d'un moment, on va passer un petit test, etc. Aujourd'hui, on fait d'abord les tests en ligne et on ne reçoit que ceux on est déjà sûr qu'ils ont les compétences techniques, enfin un minimum de compétences techniques. Et dans nos tests, il y a une partie aussi où on analyse, par exemple, est-ce qu'il a mis le bon format de fichier dans ce que j'ai demandé, ou est-ce qu'il l'a nommé comme j'ai demandé, ou est-ce qu'il a rempli son mail comme j'ai demandé. Parce que tous ces trucs qui sont juste respecter les consignes, on se rend compte que c'est là-dessus, parfois, qu'on va perdre le plus de temps avec les gens, et pas forcément des compétences qu'à la limite, on peut leur apprendre sur place. Par contre, effectivement, si on a demandé un PDF et qu'on reçoit un point doc, tu vois, sur des choses basiques comme ça, des fois, en tout cas, c'est pas là-dessus qu'on juge, mais ça fait partie des choses qu'on regarde, nous, dans le dossier, quoi. Ouais, et puis il y a un côté motivation aussi. Parce que quelqu'un qui va être capable de se donner, avant même d'avoir eu un entretien, de faire le test, de passer 2 heures sur la consigne qu'on a demandée, ça démontre déjà une certaine forme de motivation aussi. C'est vrai qu'il y en a qui sont même pas là au rendez-vous quand on fait les tests. ça. Quand on envoie le test, on n'a jamais de réponse. Et ça limite tout de suite. Ah non, mais ça fait partie des critères. Et au niveau du recrutement, selon vous, aujourd'hui, est-ce que ça va être plutôt la qualité de vie au travail qui va primer ou la paye? Parce qu'il y a aussi, au-delà de la marque employeur et de la qualité de vie au travail, il y a aussi une question aujourd'hui de paye. C'est quoi le plus important selon vous aujourd'hui? Vas-y, non, Une question piège. Là, c'est une question piège. Moi, je sais exactement quoi répondre. Tu sais quoi, vas-y. Alors. Ah bah vas-y. J'en sais rien. Ouais. En fait, Non, les deux ouais. sont importants. Moi, je Et suis d'accord, fonction ouais. de la personnalité, il y a des gens qui vont pondérer l'effet paye parce qu'ils vont trouver du confort de vie, d'organisation perso, d'autonomie, de liberté. Et ça dépend vraiment des valeurs qui vibrent là. Et tu en as d'autres qui seront peu sensibles à ce qui se passe au bureau et qui vont dire oui, mais là j'ai ça, mais dans 3 ans j'ai quoi en paye et qu'est-ce qu'il y a en termes d'intéressement et qui seront. Je pense que ça dépend du parcours éducatif et de ce que tu cherches dans la vie aussi. Ouais. Il y a ça, et puis après, il y a quand même, il faut tenir compte du contexte économique. Donc, je pense qu'il faut la stratégie de paye, il faut quand même qu'elle soit cohérente avec l'environnement, avec ces choses-là. Mais je trouve que c'est plus rare aujourd'hui. Enfin, si, il y a toujours des profils qui cherchent d'abord la paye, mais enfin, on déchante vite de ça. Si le métier n'est pas intéressant, voilà quoi. Après, il ne faut pas que ce soit déconnant, quoi. Je veux dire, il faut quand même que la paye soit quand même en relation avec le travail effectué. Mais on peut peut-être aussi moduler au travers des avantages proposés, ou des conditions en tout cas. Oui, ça oui, parce que c'est important, mais je suis assez d'accord avec Yves, il n'y a pas de règle encore là-dessus, quoi. C'est pas... Au niveau de... Puisque, alors, je pense que par vos entreprises, vous vous adressez pas tout à fait au même public, bien qu'en fait, tu travailles avec n'importe quelle entreprise quand il s'agit de recruter. Cela dit, ils recrutent quand même des gens qui sont plutôt en études. Et de ce que j'ai compris, toi, tu travailles avec des entreprises où c'est peut-être des gens qui sont un peu plus installés en poste, avec des expériences, etc. Il y a un sujet d'alternance aussi et de renouvellement. Et ma question, c'est ça va être quoi la différence en termes de communication envers les candidats quand tu t'adresses justement à des jeunes qui sortent des écoles ou à des gens qui sont plutôt dans un parcours professionnel qui est déjà établi ou qui a déjà commencé? Il y a d'abord peut-être une question de canal de communication.
Il y a un Pax. Non, non, il y a encore le pigeon. Non, mais je pense qu'il y a vraiment ça. Il y a, peut-être d'abord que les candidats, selon le quotidien, ne regardent pas au même endroit. Donc il y a forcément des éléments transversaux, et puis il y en a d'autres qui sont plus spécifiques. Moi, je dis toujours à un client qui veut chercher à renouveler ses équipes, c'est quand la dernière fois que tu es allé dans un collège avec 100 000 entrepreneurs pour expliquer ton métier? Parce qu'a priori, là où on est là, si tu fais rien là-dessus maintenant, eh ben dans 10 ans, tu galéreras toujours autant. Ouais. Donc peut-être qu'il faut enfin se dire qu'on fait du ciblage en fonction de son besoin et qu'on va prendre parole là où on va trouver les profils qui vont venir demain, mais aussi après-demain, alimenter les ressources dont on a besoin. Donc forcément, se rapprocher des écoles ou aller sur les endroits. Enfin, moi, je me dis toujours, quand tu as une cible, la première question à te poser, c'est dans son quotidien, elle fait quoi, elle est où, avant de communiquer. Donc, c'est un peu le même principe pour recruter. Hein. Si tu pars du principe qu'en diffusant sur France Travail, Indeed, Le Bon Coin, c'est bon, c'est mort. Bah, faut... déjà, ouais, ok. Non, mais ça, c'est tout à fait juste. Hein. Nous, on le voit. Enfin, c'est amusant d'ailleurs. Moi, je viens pas du monde de la formation. J'ai pris le train en marche. Les premières années, impossible de contacter les étudiants. Donc, tu laisses ton message vocal qui va jamais être écouté ou des choses comme ça. Et à la fin, bon, j'applique les règles de management que je fixais, c'est-à-dire, il faut s'adapter. Tant pis, tu laisses plus de messages vocaux. Tu t'envoies même un texto ou des choses comme ça, mais ils l'écoutent pas. Donc ça sert à rien. Déjà rien que ça, tu vois, sur ces choses-là. Ensuite, sur le canal de communication, oui, aujourd'hui, c'est pas comme notre génération. Tu es plutôt sur Instagram, voire TikTok ou des choses comme ça. Donc il faut que tu sois présent sur ces supports-là. Et je pense qu'il faut effectivement aller vers ton public, mais aussi faire en sorte qu'il ait envie de venir un peu chez toi, voir ce qui s'y passe. Et il faut avoir un peu d'imagination aussi parfois. C'est pas... Et du coup, on voit effectivement bien que le public étudiant va être plutôt sur des plateformes un peu plus récentes, un peu plus. Mais où est-ce qu'on le trouve, le public un peu plus expérimenté, un peu plus ancien? Comment est-ce qu'on le touche celui-là? J'ai des exemples concrets d'entreprises qui refont les marchés. Ah ouais. Mais je vous parle de PME industrielles qui vont sur les marchés pour distribuer du flyer, échanger avec les gens en local, pour que, in fine, mamie, pendant le poulet du dimanche midi, elle donne le flyer au petit-fils qui vient de se lever et qui cherche du travail, en fait. En gros, c'est refaire du terrain. Parce que tout à l'heure, on parlait de communication et de guerre des talents. Moi, j'ai été bluffé de voir que, quand j'étais petit, la publicité comparative, c'était interdit en France, mais ça arrivait après. Et donc, j'étais loin de me dire qu'en France, un jour, je verrais sur une sortie de parking d'une entreprise un 4x3 qui cherche à attirer les collaborateurs de cette entreprise. Mais non. En leur envoyant un message de viens chez moi, la soupe est meilleure, en gros. Ça existe en fait. Donc, ça veut dire que le public expérimenté, déjà, tu peux aller le chercher là où il bosse. Tu peux citer les entreprises ou pas du tout? Non, je préfère pas. Parce que ça fera pas plaisir à celle chez qui il y avait le 4x3. J'imagine, oui. Mais en gros, ça veut dire que c'est du bon sens. C'est se dire, ça, si je cherche un public expérimenté, où est-il? Et qu'est-ce que je peux faire pour aller l'interpeller? Ouais. Après, c'est une question d'accroche et de forme. En fait, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, elle est où ma cible dans son quotidien, au marché? Et qu'est-ce que je fais de mieux pour être en relation, en interaction avec cette cible, quitte effectivement à sortir du bureau. Ça fait du bien à tout le monde. Ouais, c'est clair. Tu vois, c'est ce qu'on fait ici. On sort du bureau. C'est bien, ça fait du bien. Et une fois que les talents sont recrutés, en interne, comment après on fait pour continuer de véhiculer cette image de marque et justement continuer de la faire perdurer une fois qu'ils sont... La fameuse promesse. Si tu fais une promesse, il faut la tenir. Je pense que si tu as réussi à attirer des gens chez toi... il ne faut pas qu'ils soient déçus. Il faut que la promesse soit tenue. Donc, pour moi, c'est la base, quoi. Si tu viens avec un discours trompeur, il ne faut pas longtemps pour se rendre compte que c'est du pipeau, quoi. Donc, tu t'en vas si c'est comme ça.
Donc je pense qu'il faut. Alors je dis pas que tu as le droit de te tromper. Tu peux penser bien faire les choses et au final te dire bon bah non ça marche pas. Mm. Mais en tout cas déjà si à la base tu n'as pas l'intention de tenir ta promesse, ça pourra pas marcher quoi. Ouais. Donc Ça, c'est hyper important. Dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on avait dit. Et puis après, si jamais on rajoute un peu d'écoute active, c'est pas mal non plus. Parce que dire que son bureau est ouvert, c'est cool. Mais aller dans le bureau des autres pour comprendre ce qui s'y passe et essayer de comprendre les problèmes quand ce sont des balles de ping-pong. Oui. Pas quand elles sont devenues balles de tennis, puis boules de bowling. Ouais, puis boule de canon. Elles sont plus lourdes à sortir. Et du coup, si l'indicateur, c'est le nombre de démissions, moi, je comprends pas pourquoi il part, c'est soudain. Ben, en fait, le micro-indicateur d'avant, c'était toutes les frustrations qui n'ont pas été traitées. Ouais, bien sûr. Et moi, il y a un truc que j'ai appris en me mettant à faire de la marque employeur avec les clients qui voulaient qu'on s'y colle, là, c'est une sorte de processus vertueux, mais qui est sans fin, en fait. C'est un cercle et on n'a jamais fini le boulot. Mais le premier cercle, il commence par poser une vision. En gros, l'entreprise, elle doit avoir ce qu'on appelle une raison d'être, une vocation, une mission. Un manifeste, par exemple, ce genre de Ouais, choses. enfin quelque chose d'écrit. Mais souvent, l'entreprise, elle se dit, j'ai pas besoin de faire ça, c'est évident qu'on fait ça. Ouais. C'est évident. Pour ceux qui sont au début, quoi. C'est évident qu'on est une école, c'est évident qu'on est Ouais. une chose de com. Ouais, enfin, du coup, avec quel style et qu'est-ce qu'on veut mettre comme mot? Ça s'appelle un positionnement marketing, ça. Ouais. Et donc, on écrit la mission, la vision. La vision, elle vient presque après. C'est entre ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on tend à être, on rajoute une vision. Et après, avec quel socle de valeurs? On les attend. Exactement. Alors moi, les valeurs, j'aime bien quand il y a des mots, mais je préfère même quand on met 2 points après le mot et qu'on met des adjectifs qualificatifs pour qu'on puisse dire à un comportement, là, tu es dans la valeur, là, tu l'es pas. Ce qui déjà donne un socle, un référentiel à tout le monde pour gérer des entretiens individuels, pour donner du feedback, pour faire avancer la vie de l'entreprise. Ça, c'est le... Tu aurais un exemple de valeur justement comme ça où tu y es ou tu y es pas? Sur un cas concret ou quelque chose? Ouais, je sais pas, il y a un mot qui me vient, tout le monde veut mettre respect dans les valeurs. Mais ça veut dire quoi, respect? Si tu mets pas 2 points, poli, Voilà. Bonjour, virgule, au revoir. donc Ouais. si tu décris pas aux gens ce que tu entends, bah, ils interprètent. Ouais, je dis, je t'ai respecté, moi je t'ai pas dit bonjour, c'est tout, mais je t'ai respecté. Ouais, non, mais le respect, ok, mais ça veut pas dire ça pour moi, donc faut qu'on se mette d'accord. Ouais. En fait, s'il y a 2 mondes qui se parlent, faut se mettre d'accord. Donc ça, d'abord, tu le fais, tu l'écris, mais tu le dis surtout pas sur les réseaux sociaux. Enfin, pas tout de suite. Avant de le dire à l'extérieur, il faut que tes courroies de distribution, donc ton management intermédiaire, Elles en soient au clair, à l'aise, capable de donner un feedback sur la base. Donc, idéalement, tout ça, tu l'as fait avec ton management intermédiaire. C'est pas décrété par Dieu le Père et envoyé vers le bas. On a co-construit, on est fiers d'avoir fait ça ensemble. Ensuite, tu laisses un bon moment pour infuser tout ça et animer tout ça. Ça s'appelle de la communication, mais interne, ça s'appelle du management. Le style qu'on a écrit, je le vis au quotidien. Et une fois que ça a respiré longtemps, alors tu peux te permettre d'afficher vers l'extérieur ce socle-là. Parce que les gens vont bien trouver ce que tu as dit. Quoi. Exactement. Parce que le pire du pire, c'est qu'un jour, dans une conférence, on donne un exemple d'une grande entreprise qui affiche une promesse employeur. Et dans le public, on ne savait pas, il y a un ancien collaborateur. Et qui hurle en gros, pas greenwashing, mais marque employeur washing. Quoi. Okay. C'est pas du tout ce que j'ai vécu. Et s'il y a une dissonance, dommage. Ça marche pas. En fait, en marketing comme en RH, je pense que le premier critère, c'est la cohérence et l'authenticité. Si tout n'est pas congruent, ça marche pas. Ça s'effondre. Donc il y a ça. Et puis après, une fois que tout ça c'est en place, alors il faut gérer le temps long qui s'installe. Donc on appelle ça de la GPEC ou de la montée en compétences. Il y a si quelqu'un est en production et que son avenir, c'est d'être en production, parce que dans cette boîte, au mieux du mieux, il pourrait devenir manager de son service de production. Alors peut-être que de temps en temps, il faut lui envoyer un peu de fraîcheur et le faire réfléchir en gestion de projet transversal sur des sujets qui dépassent son simple sujet de production tous les jours. Il faut animer ça. Et faire prendre du recul sur son équipe, sur son fonctionnement, etc. C'est hyper important. Moi, mon rêve, et je n'ai pas encore réussi à le finaliser, c'est que dans une zone industrielle où il y aurait plein de petites sociétés qui ne peuvent pas individuellement promettre 20 ans d'évolution à un collaborateur.
Tu passes c'est d'une qu'elles société se à l'autre. fassent de la marque inter-employeur Ah ouais. et qu'elles se disent, en fait, je peux plus t'offrir, alors que tu as les compétences pour faire mieux. Ce que je peux faire au mieux, c'est de présenter à 2-3 voisins qui sont top. Et du coup, en faisant ça, peut-être que les voisins, ils vont aussi se dire qu'on peut faire un switch, comme ce que ferait un grand groupe, Ouais. pour nourrir un temps long, intelligent pour toutes les parties, en fait. Ça serait top si on y arrivait. Faut être bien d'accord. Ouais. Tu veux réagir par rapport Non, non, je trouve très intéressant effectivement de mettre par écrit la vision de ce que l'on souhaite être. Moi, dans le grand groupe dans lequel je travaillais avant, on devait lancer donc toute une nouvelle gamme de services. Et c'était la première fois qu'on avait un vrai directeur marketing. Donc, avant, on faisait du marketing, c'était vraiment de la couleur, quoi. Tu vois, il faut que ce soit joli, Ouais. que tes flyers soient jolis, que ton site internet soit bien et tout ça. Et donc, moi, je m'attendais à ce qu'il m'aide à faire ça, c'est-à-dire à rendre plus joli tout ce qu'on faisait. Et je pensais qu'il allait m'aider à faire ça. Il m'a dit non, 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 d'abord, il faut que tu te réunisses avec tes équipes et moi, je veux comprendre ce que vous voulez devenir. Parce que tant que tu n'auras pas fait ça, on ne pourra pas le déployer. Voilà, déjà, il faut que tout le monde adhère à cette vision, à ce projet. Et ensuite, il faut que tu mettes en place les choses pour que tes équipes adhèrent à ça. Et de fait, ce ne sont pas des mots qu'on a transmis à l'extérieur. Tu vois, même à l'ISPN, quand je fais des réunions internes, j'ai effectivement une vision, mais qu'on ne véhicule pas à l'extérieur. Ouais. Parce qu'on n'y est pas Pas encore, prêt encore. Ouais. ou en tout cas, il faut que... Vous y travaillez en fait. Oui, voilà, on y travaille, c'est un travail en cours, et c'est notre objectif. Et qu'est-ce qu'on fait pour arriver à cet objectif? C'est effectivement pas quelque chose qu'on souhaite divulguer, enfin en tout cas à l'extérieur, mais on y travaille. Mhm. Et donc, c'est super important qu'il y ait une adhésion à ça. La difficulté, c'est pour ça qu'on fait appel à des gens comme Yves, c'est que le chef d'entreprise, il a aussi ses contraintes, il a ses objectifs justement, il a son stress, il a toutes ces choses-là. Il voit pas toujours que ça va pas. Ouais. C'est même dans des petites équipes, hein, c'est pas toujours, on parle pas forcément de grands groupes. C'est vrai qu'il faut être à l'écoute beaucoup. Avoir une certaine humilité aussi, de se dire bon, bah, peut-être que je me remette en Ouais. question, que je remette en question mon style de management ou des choses comme ça. Dans la vraie vie, c'est pas facile. Là, on est assis autour d'une table, c'est sympa, Ouais. mais La théorie est- la théorie, Mhm. elle est simple à comprendre. Mais dans la vraie vie, la vie du patron, elle est compliquée, quoi, hein. Donc, En fait, il y a un super exercice à De faire, bons mais exemples qui me viennent. on n'a jamais le temps de le faire, cet exercice. Moi, je l'impose assez souvent à des clients et moi, j'ai un job de rêve, hein, vraiment. J'arrive dans des endroits et le client m'a dit bah, ta carte blanche, il y aura mes managers, moi aussi. Et je lui dis même pas ce qu'on va faire. Je lui dis il y aura 3 séquences. Et il y a une séquence qui me semble fondamentale. C'est que, et souvent je commence par ça pour s'échauffer, c'est je vous demande, vous êtes 5, il y a 3 managers intermédiaires, 2 dirigeants, il y a 3 chefs d'équipe, un dirigeant et un fonction support, peu importe. Je leur dis, je vais vous laisser 5 minutes de réveil musculaire, celui-là, et je vous demande dans 5 minutes de revenir avec 6 choses. 3 motifs qui font que vous êtes ravis d'arriver le matin au boulot. 3 sujets que vous oubliez même de regarder tous les jours, mais qui font que c'est cool de bosser ici. Ils sont obligés d'en trouver 3, hein, chacun. Et puis, ce qu'on appelle les irritants, mais je ne le dis pas comme ça. Je dis, quels sont les 3 motifs de frustration, agacement, énervement? Ça peut être n'importe quoi, vous avez carte blanche. Et souvent, on revient de cet exercice-là avec des gens qui sont ensemble. ouais, ça me surprend pas, ouais, mais Et ça, ouais. c'est un thermomètre de la pièce, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise? C'est assez marrant ce que ça fait du bien. on a un petit exercice qu'on fait chaque année, qui est une variante vraiment de ce que tu viens de dire, où on met toute la boîte dans une pièce avec. Alors la dernière fois c'était à l'ISPN, je pense que nous, on en est au point où notre salle de réunion elle est plus assez grande pour mettre toute l'équipe, mais on fait un 4 colonnes au tableau. T'as moins, plus et plus. Et c'est le tout dernier arrivé qui parle en premier. Et il a carte blanche, c'est-à-dire qu'on met un peu nos égos par terre et ses libertés diplomatiques, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et il faut qu'ils nous donnent ce qui est à améliorer de façon urgente, à améliorer si possible, ce qui est bien et ce qu'il faut absolument garder et qui est vraiment très très bien. Bon, souvent, le premier qui parle, il vient d'arriver il y a quelques mois, il n'a pas trop d'idées, mais il garde le droit de parole au fur et à mesure que les autres ont le droit, donc toutes les minutes 30,
Celui d'après peut parler, puis évidemment, ça se termine par moi. C'était pas toujours le cas, mais maintenant, c'est moi le dernier à parler. Et, et puis, c'est hyper intéressant parce que tu te retrouves avec un énorme tableau, avec une vision très claire sur ce qu'il faut garder. Alors, ils ont aussi le droit de mettre des +1 des choses qui ont été déjà dites s'ils estiment que c'est important. Et puis, après, pendant un an, on travaille à faire passer ce qui est dans les moins, en premier, évidemment, vers les ++, et ainsi de suite. Et puis, l'année d'après, tu te rends compte qu'il y a des nouveaux moins que tu n'avais pas l'année d'avant. C'est infini, ce que je disais tout à l'heure, cette espèce de roue. Mais par contre, ce côté, en parler devant tout le monde, c'est hyper intéressant. Mais on a quand même à un moment donné un atelier aussi d'entretien privé, parce que tu diras pas forcément tout. Tu sais très bien que tout le monde ne dira pas tout devant tout le monde. Mais c'est quand même vachement cool parce que du coup, ils entendent des trucs que les autres disent et ça peut les faire réagir et rebondir sur des trucs auxquels ils n'auraient pas pensé eux-mêmes, en fait. Et puis ça va dans les deux sens aussi, parce que toi aussi, tu y participes, Ah oui, Mathieu complètement, aussi ouais. y participe. Et du coup, il y a aussi un côté moment d'échange où il n'y a pas la hiérarchie, on est Oui, tous c'est ça. sur le même pied d'égalité et on a tous le droit de dire ce qu'on pense à la même échelle. Et c'est ça qui est cool aussi. Sans insulter les gens, évidemment. Non, mais bien sûr, bien sûr. Et sachant qu'en plus, ce qui est intéressant aussi, c'est parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours et de Barbie, une entreprise, ça doit être à minima rentable en fin d'année. Et donc, on a aussi le droit d'y mettre le client, l'orientation client et la productivité dans ces Carrément. échanges-là. Donc, c'est pas parce que je bien trouve sûr. que ça marche pas que l'employeur répond bien sûr, alors on va faire comme tu veux. J'ai rencontré un monsieur qui vient de la Légion étrangère il y a pas longtemps qui nous a dit la bienveillance sans l'exigence ou l'exigence sans la bienveillance, Ça marche pas. ça marche pas. Ouais. En fait, c'est soit de la complaisance, soit de la malveillance. Ouais. Et donc, tout ça, c'est bien entendu, cette roue de la marque employeur, là, c'est dans le respect d'une entreprise qui rend un service de manière rentable et de manière efficace. Et il faut aussi rappeler de temps en temps à certains, parce que dans une population d'employeurs et d'employés, on a le reflet de la société. Donc, Ouais, bien autant dans les employeurs que dans les employés, il y a des dysfonctionnements. Donc, moi, j'aime aussi à rappeler que c'est pas parce qu'on exprime une frustration, un agacement, un énervement, une balle de ping-pong que pour autant on va avoir une réponse positive à son besoin. Ouais, bien c'est sûr, dans le cadre d'un collectif qui doit fonctionner. C'est quand tu vois arriver des +1, des +1, des +1 que tu te dis, bon, il y a peut-être un sujet. Et on est 4-5 à dire la même bien sûr, chose. bien sûr. Et on le fait pareil aussi sur les retours clients. C'est quand on livre quelque chose et qu'on fait une petite enquête de satisfaction. On va pas forcément prendre au pied de la lettre tout ce qui est dit, mais quand tu as 4-5 clients qui t'ont fait le même retour sur ton travail, Bien sûr. là, tu commences à te dire, bon, s'ils sont 4-5 à le dire, il y a peut-être un truc à jouer. Et c'est intéressant. Je rebondis sur ce que tu as dit. En fait, on a un peu anticipé la réponse à cette question-là, mais finalement, une entreprise qui voudrait construire, enfin en tout cas vraiment s'atteler à sa marque employeur, parce que peut-être il le fait, mais il n'a jamais vraiment réfléchi, selon vous, il devrait commencer par quoi? D'écrire ça. D'écrire ça, voilà. Ce qu'il souhaite La vision, devenir, comment il imagine le monde ouais. idéal d'entreprise. On va mettre une incrustation Ouais. sur l'écran. Là, je vais vous donner un petit schéma avec Alors, 6 Ah étapes. bah, tu crois pas si bien dire, parce que des Carrément. incrustations, il y en aura beaucoup. Je Non, mais, pense. Tom est ravi d'ailleurs. Tu vois, on a passé plus d'une journée à arriver à définir succinctement ce qu'on souhaitait devenir. Ouais. Et en fait, je pensais pas que ce serait un travail aussi compliqué. Et l'autre, là, le directeur marketing, nous tannait en disant non, c'est pas bon, ça veut rien dire. Enfin, c'est pas, voilà, on n'y arrivait pas. Au début, ça me fatiguait, tu vois. Je disais, je voyais pas où il voulait en venir. Et puis après, alors je sais pas si c'était la même roue que celle qu'Yves va présenter, mais sur chacune des applications, il dit mais maintenant tu l'appliques là-dessus. Et en fait, tout devenait tellement plus clair. Oui, c'est plus Tu vois, tu savais que si tu voulais arriver à ça, dans ton management, il fallait que ce soit comme ça, dans ta stratégie commerciale aussi, dans plein de petits détails, même parfois, tu retrouvais toujours la même philosophie. quelque chose qui te permettait d'arriver à ta vision. Et donc, ce sont des moyens, du coup, que tu mets en place, mais ça touche vraiment tout le monde. C'est pas, tu peux pas réussir avec une entreprise, tu vois, c'est pas que commercial une entreprise. Si derrière la qualité n'est pas bonne ou des choses comme ça, tu vois, nous, on outsourçait pas mal de nos activités en Tunisie ou en Inde ou des choses comme ça. Et au début, c'était complexe, il y avait beaucoup de problèmes de qualité, jusqu'à ce que je dise à mes managers, il faut qu'ils comprennent cette vision.
Moi, j'ai pas de difficulté à être transparent sur les résultats, sur les objectifs, les résultats, y compris financiers. Il faut qu'ils sentent qu'ils font partie de cette stratégie, même si le travail qui est fait, a priori, est isolé, où il s'agit juste d'appuyer sur un bouton ou de faire quelque chose comme ça. Si le gars il appuie pas sur le bouton, ton produit, il marchera pas. Si on revient sur la marque employeur, c'est bien d'être, à défaut d'être fier, mais d'être content de travailler pour une entreprise. Mais tu es content si tu comprends où l'entreprise t'emmène voilà, que tu fais partie de l'entreprise. Que tu n'es pas juste un petit numéro comme ça qui doit serrer son boulon ou des choses comme ça. Ouais. Serrer le boulon, c'est important. Et c'est important pour le résultat final, pour les résultats de l'entreprise. C'est Surtout pas, si c'est le boulon de la pédale de frein d'une voiture. tu vois, quand j'étais dans l'industrie aérienne, il y avait Delta Airlines, c'était presque en faillite. Ils étaient en redressement judiciaire. Ils s'étaient mis en redressement judiciaire. Et ils ont appelé un nouveau président. Toutes les semaines, tous les employés de Delta Airlines et des fournisseurs clés étaient convoqués. Ils avaient loué un espèce de petit centre de congrès. Les employés de l'aéroport, voilà, dans les bureaux, tout ça, devaient tous passer, ça s'appelait le Velvet Tour, je crois, devaient tous passer dans cette petite conférence. Le président, le directeur commercial, le directeur financier présentaient les résultats de la compagnie aérienne à la semaine. Ok. En disant, voilà les difficultés de notre entreprise, voilà ce qu'on a décidé de faire, vous faites partie de ça. Il faut que le client soit bien accueilli à l'aéroport, il faut que voilà, quand on émet un billet d'avion, il n'y ait pas d'erreur ou des choses comme ça. Vous en faites tous partie, toutes les semaines. Et au final, c'est devenu la plus grande compagnie aérienne américaine maintenant. Ok. Ils ont acheté des concurrents, ils sont partis. Et je me suis dit, waouh, quand même, moi j'étais venu exprès à Atlanta en tant que fournisseur, j'étais convoqué à cette assemblée. Ils nous avaient mis un petit ruban violet et ils nous avaient donné ça. Quand je suis parti, je suis revenu à Paris, à l'aéroport d'Atlanta. Tous les employés de Delta avaient vu mon ruban. Ils me disent, ah, vous étiez à la conférence, c'est génial, on va y arriver, merci de nous aider et tout ça. Tous, tu vois, les hôtesses de l'air, le gars au guichet ou des choses comme ça. Eh ben, ils ont réussi leur pari. Ouais, Et il y avait une volonté c'est à tous les niveaux de faire réussir la boîte. Et à l'inverse, du coup, c'est quoi comment dire, les principales erreurs que peuvent faire les entreprises concernant la marque employeur? Je laisse Yves Bah, répondre. pour moi, le premier truc, c'est je fais le rapprochement avec la RSE. Ouais. C'est faire semblant de. Si t'es pas authentique et que tu commences à sortir de la vérité et de ce qui va vraiment se passer, si t'es plus congruent, dis ce que tu vas faire, fais ce que tu as dit. C'est marrant, Si tu ton dis cette phrase-là. référentiel est pas là, Je l'ai déjà entendu plusieurs fois, cette c'est phrase-là. mort, en fait. On se marrait tout à l'heure quand tu as dit ça, parce qu'en fait, c'est une phrase qui tourne beaucoup dans l'entreprise, celle-ci. De Oh. dire aux gens ce que tu vas faire, Mhm. parce que si tu les laisses dans l'inconnu, ils vont avoir plein de questions, ils vont te rappeler, bah, c'est quoi la... Et après, surtout, de faire ce que tu as dit, parce qu'à partir du moment où tu as juste dit quelque chose, lui, le client, il l'a entendu, c'est Bien devenu sûr. une promesse. Mais du coup, c'est vrai pour les humains en général. Quoi. Mhm. Donc, il y a ce côté-là. Et puis après, penser que tu es arrivé, penser que tu as atteint l'objectif. Alors qu'en fait, c'est un process continu, infini, Ouais, parce ça qu'on est s'arrête des jamais. humains. Et que l'humain, il a géométrie variable. Et que tu as quelqu'un qui peut être très, très bien à un moment. Puis il a des problèmes perso et il est un peu en PLS sans le dire au travail. Et ça peut vriller et Ouais. puis faire tomber la qualité de ce qui se passe dans son quotidien et voir autour de lui. Et tout d'un coup, ton référentiel affiché, il est plus vécu parce que tu es en défaut d'écoute, Ouais. que tu n'as pas vu et que tu fais rien et que tu es un peu inflexible alors qu'il faudrait être flexible. Et ça peut tout mettre par terre. Voilà. Facile Parce qu'on est d'avoir dans un toujours monde la, humain. toujours la bonne posture. Non. Non, c'est pas facile. Moi, je dirais, juste pour apporter une petite nuance, faut déjà avoir la volonté de le faire. Parce que, encore une fois, tu peux faire des erreurs, tu peux penser bien faire ou des choses comme ça. Après, c'est effectivement toutes les techniques d'écoute ou de retour qu'on peut avoir. Mais déjà, si à la base, tu n'as pas la volonté de le faire, la volonté réelle de le faire, tout de suite, ça va se remarquer. Ouais. On peut pardonner On en à un revient à dirigeant, tu vois, l'authenticité, en fait. de faire des erreurs.
si un employé va se dire bon, bah, il s'est planté, mais c'est pas Ouais. grave quand même, dans le fond, il voulait quand Vous même voulez bien faire, quoi. le faire, quoi, mais c'est pas. Je vais même aller jusqu'au bout parce qu'il y a un exemple qui est le plus dur à gérer, c'est la rupture. Il se peut que dans la vie d'une relation employeur-employé, à un moment, on en arrive à la rupture. Souvent, ça se passe pas bien, une rupture. Donc, il y a une période de début de rupture, une période de rupture avérée et une période d'accord. Il n'y a pas très longtemps, j'ai dit à l'employeur, OK, ben là, vous êtes arrivé à un accord. Et donc maintenant, il faudrait bien finir. Il me regarde. Il faudrait en plus que je lui paye un pot. Ben oui. Et moi, je lui réponds, si on pense à la durabilité de la relation marque-employeur et du coup employeur et salarié, tous les autres nous regardent. Tous les autres, ils voient tant d'amour passé et tant de haine sur la fin. Et donc, ça veut dire quoi pour eux? Que ça va être la même chose ou que ça se finit bien? Et ça, on veut pas trop y penser parce que c'est pénible à gérer, mais pour tout le monde en fait. Mais à la limite, celui qui doit être le plus adulte à la fin, Ah ouais, non, mais c'est qui? c'est super important, puis ça laisse des traces. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. C'est, tu vois, mon premier plan social, j'ai dû gérer un plan social, j'avais 30 ans. Autant te dire, j'étais content, tu vois. Tu arrives à ton premier poste de direction, on te dit, tu as une filiale avec 120 personnes, il y en a 50 qui doivent partir et c'est toi qui vas gérer. Bah, mon premier réflexe, c'était de me dire, c'est moi qui vais partir. Tu vois, ils m'ont Ouais. embauché pour ça, je vais pas le faire. Et puis, quelqu'un m'a dit, écoute, est-ce que tu aimerais rencontrer mon beau-père qui était DRH justement chez Michelin, parce que décidément, Michelin revient beaucoup. Il avait été DRH chez Kléber, en fait, mais il a dû gérer un plan social assez costaud, qui, en tant que DRH, lui, l'a beaucoup marqué. Ouais. Et par la suite, ce monsieur a été recasé dans le groupe à un autre poste et il a subi lui-même un plan social. Donc je vous la fais courte, mais donc je lui étais proche de la retraite. Je lui ai dit, mais si c'était à refaire le premier plan social, qu'est-ce que vous feriez différemment? Et est-ce que c'est une question d'argent, justement? On en revient à l'argent, de donner plus d'indemnités ou des choses comme ça pour acheter la paix sociale. Il me dit non, si c'était à refaire, j'aurais eu plus de bienveillance envers les gens qui sont partis, plus d'accompagnement, mis plus d'argent justement sur l'accompagnement et la bienveillance que sur les indemnités. Parce que quand j'ai subi, moi, le plan social, j'ai eu l'impression d'être considéré comme un moins que rien, alors que j'avais passé 30 ans dans cette entreprise. Et donc, à l'inverse, quand il y a une rupture comme ça et que l'employeur se comporte bien, bon, ça reste jamais très agréable, mais au moins, il y a de la considération pour tout le travail Ouais, effectué ou Ça peut des choses laisser comme ça. des souvenirs plus positifs, quoi. Il y a pas que ça, il y a ceux qui restent après aussi. C'est-à-dire que ceux qui restent dans l'entreprise, s'ils voient que tu t'es séparé de quelqu'un qui pourtant avait été un bon employé, parce qu'a priori sur des plans sociaux comme ça, Oui, c'est pas qu'ils ont été mauvais parce qu'ils sont partis, peut-être parce qu'il n'y avait pas de résultats ou des choses comme ça au niveau du groupe, mais c'était pas forcément la valeur de leur travail. individuelle du travail des gens qui sont partis. Bah, ceux qui restent regardent comment on s'est occupé de ceux qui sont partis. Et si on s'en est bien occupé, c'est quelque chose qui va rester dans la marque employeur en disant bon, il y a eu des difficultés, il y a eu des décisions difficiles à prendre, mais l'entreprise s'est bien comportée. Oui. Et c'est pas, vraiment, je précise, c'est pas une question d'argent. C'est une question d'humain, en fait. Ouais. C'est une façon de faire, ouais. Ouais. Et c'est marrant parce que du coup, on a un peu fait le tour parce qu'au début, on parlait de la façon de communiquer ou aller chercher les. Et on se rend compte qu'en fait, la marque employeur, ça va de la communication de départ jusqu'à l'accompagnement, etc. Et même le départ à la fin. Ouais. C'est tout, en fait, qu'il faut analyser. En fait, on pourrait dire que c'est une frise chronologique. Quand on veut écrire le processus marque-employeur, c'est qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu remets, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu donnes à un candidat. Et jusqu'à la fin de sa carrière dans ton entreprise, qu'est-ce qui s'est passé pour lui dans l'animation du quotidien qui fasse qu'il soit resté si longtemps et plutôt bien dans l'entreprise. Et si on part du socle, du coup, ce socle, il nourrit tant la présentation que tu fais au candidat que le référentiel que tu utilises dans un entretien individuel ou tes décisions managériales pour nommer Jean-Philippe plutôt que Martin
à un poste de responsable. Et puis prendre Delphine plutôt que Marina pour devenir la personne qui succède à la direction RH, quoi. En gros, c'est un cadre. Et ensuite, l'entreprise qui vit doit rajouter des choses et saupoudrer, parce que tout ça, c'est pas fixe. Ça doit être aussi évolutif, parce que le marché bouge, parce que les générations bougent, parce que du coup, ton plan de com d'avant, c'est pas ton plan de com de maintenant. Mais au moins, il y a une sorte de référentiel plutôt formalisé. Et le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est quand on a travaillé sur les valeurs d'une PME normande, ils sont 200. Le nom de l'entreprise, c'est le nom de famille. Donc, les gérants de génération en génération sont les descendants. Donc, dans les valeurs, il y a entreprise familiale. Avec 2 points et des adjectifs pour dire ce que ça veut dire. Ouais, bien sûr. Et quand on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on montre à un candidat, et ben en fait, le candidat, il voit un livret d'accueil qui, s'il vient, lui sera remis à l'embauche. Et ce livret d'accueil, sur la couve, c'est marqué livret de famille. Ah, c'est marrant. Et le prénom est mis par le responsable de l'entreprise. Ok. On voit déjà ce que ça veut dire. Oui. Donc, en gros, on a ensuite mis en place des choses qui illustrent du début jusqu'à la fin ce qui va se passer en rentrant dans la famille. Et dans une famille, on peut tout se dire. Et dans une famille, on peut se dire des choses dures, mais vraies. Du coup, c'est tout ça qui a derrière la valeur famille. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux d'être venus sur ce podcast. C'était un plaisir de vous recevoir. François Damien se dit un truc qui est tellement vrai. Il dit l'inverse, c'est réciproque. Il fait mal à la tête, celle-là. Donc, ravi, à dispo pour la prochaine. Avec plaisir. C'était un plaisir aussi. Effectivement. Merci. Ouais, c'est vrai. À chaque fois, on fait des formats comme ça, puis tu vois, on est obligé au bout d'un moment d'arrêter. On se dit, tiens, on pourrait encore, parce qu'en fait, des questions, on en a d'autres. Et... En fait, à la fin, t'as plus envie d'arrêter le podcast. On fera peut-être un épisode 2, parce que moi, il y a plein de choses qui m'ont donné envie de réagir, même par rapport à ce qu'on fait dans l'entreprise. Mais en fait, si je commence à parler aussi de ce qu'on fait dans l'entreprise, on en a pour 2h30. Donc, non, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Moi, tu vois, je sors de cette petite heure en me disant, mais il y a quand même plein de trucs que j'ai pas fait tout le temps. Donc, alors, je t'avoue que j'ai pris des notes moi aussi. C'est bien d'en parler pour les autres, mais parce que en vrai, pour faire la toute petite digression entreprise, on a un manifeste, on a des valeurs avec 2 points derrière, etc. On a une promesse employeur, etc. Mais je suis pas sûr que tout soit très bien corrélé. Donc j'ai bien pris des notes aussi. Il faudrait peut-être aller voir si on est si on a cette symbiose entre tous les éléments. Tu peux demander à l'équipe ce qui est juste et ce qui sonne faux. Ouais, c'est vrai. Mais le manifeste, ça a été presque 2 mois de travail. C'est très très long. Ce que tu disais, là, très long autour d'une table. Il faut que ça tienne en une phrase. On en revient au cycle évolutif et au fait que un manifeste, ça évolue aussi dans le temps au fur et à mesure. En fait. Peut-être même que si on le relisait aujourd'hui, on se dirait ça va plus du tout. Non, mais carrément. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi l'émission. On vous invite à poser vos questions, liker, partager évidemment, bien sûr. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre sur le site internet, puisque maintenant il y a un site internet acanlacom.fr. Et puis bien sûr, on vous met aussi dans la description les adresses des participants, donc Yves Grenet et Emmanuel Delassagne. Merci beaucoup. Merci. Et merci encore à Tom Henner, vidéaste, qui est juste derrière la caméra et qui nous accompagne sur ce format à chaque épisode. Et c'est toujours un plaisir. Et encore merci à Face à Face pour l'accueil et les locaux. C'est vrai que c'est un peu magique. À chaque fois, on a un nouveau décor, alors qu'on est toujours au même endroit. C'est absolument génial. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir. Ciao. Au revoir.